France Maghreb 2. Eh bien, bonjour à vous sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre LGF en ce mercredi avec une ambiance toute particulière aujourd'hui. On va vous expliquer pourquoi. Et je sais que parmi les auditeurs qui vous écoutent, il y en a qui vont se régaler. Et je pense en particulier à l'auditeur que lorsque j'étais à New York m'avait demandé de lui ramener des vinyles, ce que je n'ai pas trouvé. Bon, je n'ai pas bien cherché non plus. Et là, il va être content. Hicham Terak, salut. Bonjour, comment ça va? Et c'est grâce à toi tout ça, hein. Ouais, écoute, non, bon, on va rester modeste, non, coup de cœur, comme d'habitude, on essaie d'avoir des choses très intéressantes à mettre en avant et des personnes bien sûr à mettre en avant et c'est le cas et voilà. Nadir Kaya est avec nous, comment ça va Nadir? Ouais, ça va très bien, merci, bonjour à tous. T'es mal, on va replonger un petit peu dans les années 80 mon cher ami Nadir. Je danse le Mia. Yeah. Encore c'est vrai, c'est un peu tard. Voilà, c'est ça. Alors on vous explique donc Hicham, ton programme d'abord. Écoute, moi aujourd'hui mon petit avis tranché sera peut-être un avis scratché, justement parce qu'on a des spécialistes aujourd'hui dans les studios. On va parler un peu de musique comme d'habitude, tu sais que c'est un sujet qui m'est cher. Ouais. Et mon coup de cœur justement c'est DJ Dino qui est accompagné aujourd'hui de DJ Rock et monsieur DJ Nixon, c'est ça? Ouais, exactement. Exactement. Donc des anciens, des vrais anciens. Salut les gars, bienvenue dans les studios de France Maghreb 2. Ils ont transformé le studio en studio de... Là pour vous dire, voilà, on a plus 1 mètre carré pour bouger, mais c'est pour la bonne cause. Exactement. En l'occurrence, vous allez voir que vous, amateurs, ça va vous rappeler des souvenirs à l'époque de Radio Nova. Est-ce que vous écoutiez Radio Nova à l'époque? Moi oui, j'écoute toujours d'ailleurs. Voilà. Ah oui. Tu vois, ouais, bon, ça a un peu changé, mais oui, c'est clair. Toujours. Ça a un peu changé, beaucoup changé même. En tout cas, donc coup de cœur. Nadir, on va parler de ce qui s'est passé à Champigny, je suppose, peut-être avec le rapport de la police et des jeunes de banlieue. Ouais, sur la vie tranchée, je vais un petit peu aborder ce rapport qui existe avec certaines personnes des banlieues et la police. Et au niveau des coups de cœur, je vais couper ça en deux. Je vais parler du petit jeune Ali, évidemment, qui a secouru notamment la policière et l'action des mamans, de certaines mamans de Aulnay pour éviter le 31 décembre, excellent. Et d'ailleurs, ça a marché ou pas? Il y a eu 0 casse. Très bien, très bien. Je sais pas au niveau des chiffres, mais je sais que c'était une très bonne initiative, que ça a été applaudi par beaucoup de gens. Et puis, c'est toujours intéressant quand c'est des initiatives qui viennent des citoyens des quartiers eux-mêmes. Ouais. Bon, écoute, on en reparlera avec vous. Évidemment, vous 01 40 33 9000. Voici le programme pour ce LGF en ce mercredi. Nous sommes le 3 janvier. Nous sommes bien en 2018. Faites attention. Je sais pas si les auditeurs entendent la bouilloire en train de chauffer qui est le micro. C'est excellent. Excellent. Non, mais c'est l'ambiance sympa, quoi. C'est familial. C'est familial, très familial. Donc voici le programme pour ce mercredi 3 janvier. On est bel et bien en 2018. Faites attention lorsque vous remplissez les chèques. Oui, il va falloir s'y habituer. 2018. Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, 12 chefs d'inculpation requis contre Haït Tamimi par la machine israélienne à broyer du Palestinien. Mesures punitives contre Salah Hamouri, cruelles et sans limite. L'acharnement d'Israël contre Salah Hamouri vient de franchir un nouveau palier en le plaçant à l'isolement dans une prison d'une sinistre réputation. Bienvenue dans la plus belle démocratie. Au Maroc, le groupe des députés du parti Authenticité Modernité, PAM, prévoit de lancer une démarche dans le but de déchoir de la nationalité marocaine les colons maroco-israéliens établis en Cisjordanie. Selon Yabiladi, le groupe parlementaire entend déposer prochainement une proposition de loi allant dans ce sens. Alexandre Dovecchio, journaliste au Figaro, estime que l'islam est susceptible de menacer la République et qu'il ne faut pas hésiter à le crier haut et fort. La question LGF, selon Virginie Duval, présidente de l'Union syndicale des magistrats, les agressions dont sont victimes les policiers n'ont pas de rapport avec un éventuel laxisme de la justice. C'est un problème de société, dit-elle. Partagez-vous son avis, vous répondez sur Facebook, Christophe le Grand Forum, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad 01 40 33 9000. LGF le Grand Forum, merci d'être avec nous pour ce mercredi après-midi. Nous sommes le 3 janvier 2018. D'abord messieurs, Nadir et Hicham, meilleurs vœux, bonne année, bonne santé, plein de bonnes choses et une bonne saison LGF. Pareillement. Oui. Pareillement, mes chers amis. Merci à toi également, surtout la santé, c'est le moteur, sans la santé, on est d'accord. On n'est rien. Voilà, exactement. Je rappelle à mes auditeurs auditrices que notre ami Hicham nous a ramené des DJ qui vont mixer tout à l'heure, donc en direct. Alors c'est pas des DJ nouvelle génération avec leurs ordinateurs, non, pas du tout. Non. C'est des DJ à l'ancienne, tu vois les vrais. Du vinyle, du scratch. Voilà, exactement. Et on aura l'occasion et le plaisir de les écouter un petit peu, voir un petit peu comment ça se passe aujourd'hui la musique et pourquoi on aime, pourquoi
qu'on n'aime pas. Et tiens Nadir, est-ce que ça a rythmé un peu ton enfance, ça, ou pas du tout? Ouais, tout à fait, j'ai grandi avec. Bon, je suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que ça me rappelle mon enfance, ça me rappelle beaucoup de choses, notamment la période hip-hop, le côté vestimentaire, le côté américain qui commençait milieu 80 à venir dans les quartiers où la plupart des gens commençaient à s'inspirer de la mode américaine, US, et puis après le fameux HIP, HOP, Radio Nova, les défis des différentes villes, des quartiers entre eux sur du scratch, de la danse, malheureusement aussi les bagarres. Ouais. C'est toute une ambiance. Je sais pas de quoi tu parles. C'était pas hip-hop, ça. C'était pas hip-hop. Il y avait le championnat du monde de scratch, je crois. Je sais pas s'il existe toujours. Si, exactement. Ah, c'était du lourd, hein, attention. Bon, en tout cas, là, c'est des vrais DJ. Vous voyez, on fait pas semblant. Alors, pas des faux DJ. Vous avez remarqué qu'en ce moment, c'est la recrudescence de tous les DJ. Alors, le DJ aujourd'hui, c'est celui qui a un ordinateur et qui passe de la musique durant toute une soirée. Pour moi, c'est pas ça du tout un DJ. Un DJ, c'est celui qui est capable, justement, comme va nous le prouver tout à l'heure nos DJ ici présents, avec des platines vinyles à l'ancienne, de faire du scratch, du bon scratch, et d'ambiancer, parce que c'est un art, hein. C'est un art, messieurs, dames. C'est la composition moderne. Ah ouais, exactement. Franchement, ouais. Et il faut savoir le faire, rester en rythme, tout ça. Enfin, vous allez voir. Bon, ceci étant, dans cette émission, preuve que l'on parle de tout, la question du jour, je vous la pose, avant que je vous donne un petit peu la tendance sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, Christophe Le Grand Forum pour aller voter, ou sur Twitter, sur LGF officiel. La question LGF, donc, selon Virginie Duval, qui est présidente de l'Union syndicale des magistrats, les agressions dont sont victimes les policiers n'ont pas de rapport avec un éventuel laxisme de la justice. C'est un problème de société, dit-elle. Alors, Nadir, tiens, première question, est-ce que tu es d'accord ou pas avec elle? Je crois que Nadir s'est absenté. D'accord, Hicham alors. Écoute, moi je suis d'accord, puisque j'ai même voté d'ailleurs sur ta page sur Facebook. J'ai voté oui en répondant à cette question-là. Oui, pour moi c'est un laxisme. Enfin, c'est pas un laxisme, pardon, mais c'est plutôt comment dirais-je, la société qui devient de plus en plus violente, tu vois. Donc, dans les rapports humains, que tu sois en uniforme ou pas, on le voit tous les jours. Les gens sont à bout, sont à cran, et forcément dès qu'il y a un rapport avec l'autorité, il y a peut-être moins de respect. Tu vois, alors, peut-être que ça va peut-être te choquer, mais hier nous avions des auditeurs qui non pas comprenaient, mais limite légitimaient un petit peu ce qui s'est passé. Alors évidemment, ici on ne peut pas accepter ce type de discours parce qu'on ne peut que condamner ce qui s'est passé dimanche soir à Champigny, que tu connais bien d'ailleurs. Oui, donc voilà, aujourd'hui y a-t-il un réel problème? En fait, comment expliquer cette haine anti-flic qui se propage, qui existe bel et bien, les gars, on la connaît, cette haine anti-flic. Voilà. Pour ma part, alors moi je pense qu'il y a un gros sentiment d'injustice. Je pense que Nadir me rejoint peut-être sur ce point-là. Pourquoi je te parle d'injustice, c'est que on n'a peut-être pas les mêmes manières de comment dirais-je, de punir les délinquants, de quelque côté qu'ils soient. Forcément, quand t'as un policier, on repense aux affaires de bavure qu'il y a pu avoir en 2017, même après à celles qu'il y a eu avant, où on peut sentir une certaine impunité de certains. Et aujourd'hui, quand tu assistes à ce type de dérapage, d'accident, de tout ce que tu veux, de ce qu'on a pu voir à Champigny, forcément t'as toujours des personnes, des gens qui sont aigris et qui vont te dire finalement c'est bien fait, quand nous on prend des coups ils ont rien, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais c'est juste pas comparable en fait. C'est pas comparable malheureusement, mais c'est aussi je pense que c'est un manque de recul aussi, parce qu'il arrive un moment il faut quand même remettre les choses dans leur contexte. S'il y a des problèmes avec la police, alors attention, je ne justifie pas tout et ça n'engage que moi, mais par moment, voilà, si t'as un souci avec la police, c'est qu'il y a peut-être quelque chose, il y a peut-être un petit peu pour quelque chose aussi, tu vois. Oui, ça dépend avec quelle police. Ça dépend, bien sûr. Nadir, je suppose que toi, en tant que représentant et président d'une association de banlieue, c'est un sentiment d'échec que l'on peut ressentir quand on entend ce type d'infos ou pas? Par rapport au traitement du fait divers? Par rapport au fait divers en lui-même. Non, mais le fait divers en lui-même, c'est bon, là, il y a eu un buzz parce que c'est arrivé le 31, il y a eu des images, les réseaux sociaux, mais il y a souvent eu comme ça des problèmes liés avec des jeunes et des policiers. Après, faut connaître l'histoire des quartiers populaires. Après, pour le français normal, qui ne connaît pas les quartiers populaires, c'est sûr que lui, il peut pas comprendre un peu les propos que je vais tenir là à l'instant, c'est-à-dire de faire une comparaison ou une explication. Expliquer, c'est pas excuser, c'est simplement faire comprendre notre point de vue par rapport au ressenti que moi je peux avoir et que certains en banlieue peuvent avoir. Pour ma part, j'ai un certain âge, donc aujourd'hui j'ai aucune haine contre les policiers, bien au contraire. Si je peux les aider, je les aiderai parce que leur mission elle est hyper difficile et donc aujourd'hui, moi je serais plus dans une position de les soutenir malgré les difficultés ou les rapports que moi j'ai pu avoir avec des policiers étant plus jeune. Je comprends certains jeunes issus des quartiers populaires
qui ont encore cette image de policiers violents, parce qu'il y a effectivement au sein de la police des comportements qui sont inacceptables. Je rappellerai qu'il y a eu des morts, des gens qui sont morts entre les mains de la police ou de la gendarmerie sans de vraies raisons, ni de justice. Ouais, mais excuse-moi de t'arrêter 2 secondes, mais en fait, quand on fait ce type de comparaison, ça me gêne. Pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, que tu sois issu d'un quartier populaire, que tu t'en sors dans la vie, qu'est-ce qu'on va retenir de ton quartier? Du jeune imbécile qui va brûler des voitures, qui sont absolument minoritaires. On va pas parler de cette majorité qui se lève tôt, et on les connaît tous autour de nous, pour aller travailler, pour élever leurs enfants dans de meilleures conditions. Voilà, c'est un petit peu banalisé, j'ai envie de dire, la minorité. Or, que ça soit du côté des flics, du côté des policiers ou du côté des jeunes, voilà, il y a des gens qui n'ont absolument pas service, que ce soit pour les policiers, aux policiers en eux-mêmes, et pour les jeunes, ils ne rendent absolument pas service à leur quartier, à la banlieue et aux jeunes. Non, mais là-dessus, il y a pas de débat, Christophe. Tu sais, moi, certains amis me traitent souvent de facho, parce que je suis encore plus dur vis-à-vis des citoyens des quartiers populaires que des médias ou des politiques. Je suis critique envers les deux, mais encore plus vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que on doit être capable de faire une autocritique aujourd'hui sur notre situation et notre capacité à vouloir vraiment faire changer les choses. Ouais. Mais par rapport à la situation là, c'est une comparaison non pas pour surenchérir, mais rappeler qu'aussi vis-à-vis du quartier, il y a un passif. Il y a eu beaucoup de jeunes. Je crois que j'avais regardé une fois une étude. Il y a plus de 1000 personnes qui ont été tabassées ou lynchées ou tuées par la police et les gendarmes en 40 ans. C'est des chiffres qui sont quand même hallucinants. Oui, il y a sûr. une justice qui ne passe pas en banlieue. Ouais. Autant la justice, c'est comme la police, on va pas généraliser, il y a des bons, des mauvais partout. Mais il y a une justice aussi qui est aveugle, qui est sourde par rapport aux demandes de certaines familles qui traînent depuis des années suite à des violences ou des meurtres commis par certains policiers. Donc ça reste dans la tête de beaucoup de gens des quartiers populaires. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu sais, tu peux regarder les réseaux sociaux, tu verras autant de vidéos, voire plus, de policiers qui s'acharnent et qui lynchent des jeunes ou des moins jeunes issus des quartiers populaires sans raison valable. Et pourtant, la justice ne passe pas. Et on n'a pas la même émotion. Et les médias et les politiques ne sont pas, si tu veux, dans le même ressenti. Alors, c'est peut-être aussi parce que c'est la symbolique aussi de la femme que l'on a vu sur les images qui se fait tabasser. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. On se souvient de ces policiers qui ont été dont on a incendié leur voiture. Je crois que c'était à Viry-Châtillon. On en avait parlé. Mais ça, on le dénonce tous. Il n'y a aucun problème bien là-dessus. entendu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a même pas de débat. Mais ça avait fait moins le buzz à l'époque. Quoique, oui, parce que quand tu vois les images, là, c'est quand même. Voilà, c'est une femme qui a été tabassée par une vingtaine de jeunes qui avaient décidé d'en découdre et qui, pour la petite histoire d'ailleurs, a été sauvée, cette policière, par le jeune Ali. Et par un autre jeune et une fille, si je crois. Par le petit Ali, le petit, moi je dis le jeune Ali. Le jeune Ali, en tout cas, qui a su saisir la main que la policière tendait. Pour la relever, pour essayer de l'écarter, l'escorter jusqu'à la voiture pour la mettre en sécurité. Christophe, ça faisait partie de mon coup de cœur parce que j'ai participé étant jeune à des rixes entre bandes, je sais ce que c'est. Quand tu fais ça... Ah ouais, ça se voit pas sur toi. Il prépare le thé gentiment, t'as vu? C'est à double tranchant. Parce que il aurait pu aussi se faire lyncher, tout simplement. Tu sais, l'effet de... Ah oui, bien sûr, des évidemment. individus tout seuls qui sont très sympathiques, mais quand ils sont dans des circonstances comme ça... D'autant plus que quand ils ont des produits refoulés. illicites dans le corps... Hein, Christophe, c'est des jeunes, c'est le 31, ils veulent sortir, ils veulent faire la fête, ils sont refoulés, donc ils sont frustrés, il y a des flics, donc on va s'en prendre au premier venu, ça se passe comme ça, souvent malheureusement, quand il y a des bandes comme ça, c'est des gens qui réfléchissent pas, qui suivent une personne, et puis ça part dans tous les sens, et puis on voit un petit peu les conséquences. Donc le gars, je lui tire vraiment mon chapeau, parce qu'il a eu le courage de lui tendre la main et de la secourir, donc ça il faut le souligner, et moi c'est ce côté-là que je vais retenir malheureusement de ce fait divers. Après c'est des faits divers qui existent depuis des années, donc maintenant aujourd'hui, au-delà de dire oui, il y a une haine contre les policiers, ou alors des policiers n'ont pas les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, c'est un problème général et global qu'il faut regarder, notamment sur la situation des quartiers populaires. Est-ce que c'est un problème de société? C'est la question qu'on vous pose et non pas un laxisme de la justice, comme l'a affirmé la présidente du syndicat des administrés. Elle s'appelle donc Virginie
Duval, voilà, présidente de l'Union syndicale des magistrats, pour être très précis, qui dit non, c'est pas un problème de laxisme de la justice, c'est un problème de société. Alors vous êtes 82% sur Facebook à penser comme elle, donc à être d'accord avec elle. Eh bien vous pouvez continuer de voter aussi sur Twitter. Je sais pas si t'as regardé. C'est plus une DJ, c'est 50-50. 50-50 sur Twitter. Ouais. LGF officiel pour voter bien sûr sur Twitter, Facebook, Christophe le Grand Forum, et puis en nous appelant bien sûr au 01 40 33 9000. Ce sera intéressant d'avoir peut-être un policier qui nous écoute cet après-midi, parce que ce serait génial. D'avoir un petit peu justement le ressenti d'un policier. C'est vrai qu'on avait ici parlé, alors je sais plus avec quel chroniqueur, mais il y avait un des chroniqueurs du LGF qui avait fait une enquête justement sur les policiers qui étaient partis dans des commissariats et qui disait, voilà, c'est Yasser Louati qui dénonçait les conditions de travail des policiers, parce qu'ils travaillent dans des conditions absolument désastreuses. C'est vrai aussi, hein. Manque d'effectifs, des jeunes pas toujours qualifiés, qu'on les met tout de suite dans les quartiers difficiles, hein, pour démarrer leur carrière. Et puis il y a une d'expérience, pas formée. Pas d'expérience, pas formée, comme les profs, comme certains profs. Voilà, exactement. Et donc du coup, on a de telles images. D'où peut-être pour certains, en tout cas, le retour de la police de proximité qui avait quand même obtenu quelques résultats. Ouais, puis même c'était pour moi une approche qui était beaucoup plus portée sur, tu sais, l'anticipation et puis aussi la prévention. C'est aussi simple que ça. La connaissance du terrain, la connaissance des individus. Exactement. Après, Sarkozy, il a ironisé sur le fait que les policiers n'étaient pas là pour faire du sport, mais c'est un abruti avant tout, parce qu'il a pas compris que de faire du sport, c'est aussi du lien, c'est de connaître les individus, c'est avoir une relation, tout en respectant l'uniforme. Et j'ai aussi le souvenir des matchs de foot ou des galas sportifs qu'on organisait avec des associations de policiers dans les années 80. C'était super, mais quand ils venaient avec l'uniforme patrouillé, on les respectait parce qu'on savait, on avait connaissance, on les connaissait par leur prénom, on savait qui ils étaient, surtout quand on faisait un peu de boxe avec certains. Donc quand ils venaient avec l'uniforme, il y avait ce respect. Aujourd'hui, le retard, il est tel que même si on met une police de proximité, ça va peut-être aider sur le moment, mais il y a un fossé qui a été creusé, qui a été trop longtemps pour réparer ça comme ça. Alors effectivement, des propositions, voilà, on en fait aujourd'hui concrètement pour essayer justement de rétablir le rapport entre la police et les jeunes. Parce qu'il y a des policiers aussi qui avaient parlé de la police de proximité, comme quoi ça marchait, c'était efficace, à travers le sport. Hein. Le sport, on sait que ça parle à tout le monde, en tout cas à tous les jeunes, et aussi à beaucoup de policiers. Donc voilà, c'était une méthode en tout cas qui permettait à l'époque de pouvoir mieux se connaître. Et puis ça peut aussi, pourquoi pas aussi, donner l'envie à certains jeunes de s'engager dans la police, de faire ce métier-là. Il y en a beaucoup d'ailleurs, hein, issus de l'immigration. Beaucoup plus aujourd'hui qu'avant, c'est sûr. Voilà, exactement. Et c'est très bien, bravo. Parce que alors c'est même si parfois dans les quartiers on est un peu qualifié d'être passé de l'autre côté de la barrière, ça peut pour certains d'entre eux en tout cas poser quelques problèmes, mais non, c'est une bonne manière en tout cas pour peut-être, et je pense que là on doit changer d'avis sur le rapport qu'on peut avoir avec la police. Et encore une fois, on dénonce ici que ce soit le comportement des policiers, je veux dire ici, et plus que jamais d'ailleurs, on les a dénoncés à travers différentes émissions et à travers différentes affaires, type l'affaire Adama Traoré, Wissam du côté de Clermont-Ferrand et plein d'autres évidemment. Voilà, le comportement des policiers dans l'affaire Théo, etc. Il y en a eu plein des affaires de violence policière. Donc ici là-dessus on les reproche, on les dénonce mais on sait faire le lien et la distinction entre à faire attention à ne pas globaliser, généraliser et ne pas faire aux autres ce qu'on n'aime pas que l'on nous fasse à nous. C'est-à-dire, voilà, vous voyez, en ce moment quand vous allez dans la force profonde, voilà, on va voir des images sur TF1, voilà, les Arabes et les Noirs, ils tapent les policiers, c'est des violents, ceci, cela. Donc ne faisons pas aux autres ce qu'on n'aime pas qu'on nous fasse à nous-mêmes. Donc ne généralisons pas. C'est pas parce qu'il y a un abruti qui va faire partie d'un groupe et qui va se faire remarquer et on va parler de lui que tout le groupe ce sont des abrutis, bien au contraire. Voilà, ça c'était une petite nuance à apporter. Hicham, tu voulais rajouter quelque chose ? Écoute, quand on parlait de police, je pense que le dialogue s'établit beaucoup plus facilement lorsque tu as une police qui te ressemble, qui nous ressemble. C'est sûr. Ouais. C'est aussi simple que ça. Vous avez remarqué d'ailleurs par la petite histoire que les policiers en banlieue, surtout de la BAC, ils ont tous l'accent du sud. Vous n'avez pas remarqué ça ? Les CRS, on a ils ont tous l'accent du sud, les mecs. Ouais, mais ça fait longtemps ça. On ramène des policiers du sud pour éviter tout un ensemble de problèmes et ceux du nord vont dans le sud et vice versa. Bon, alors, il faut qu'on avance. Donc 01 40 33 9000. Si vous êtes policier, vous avez la primeur. Hein. Je vous le cache pas. Donc 01 40 33 9000. Parce que il faut aussi savoir s'écouter, s'entendre, dialoguer dans cette émission. Et on peut dialoguer avec tout le monde dès lors que le respect s'instaure et s'installe. Et c'est le cas ici. Alors, on va entamer notre premier sujet, si vous le voulez bien, et on va partir en Palestine parce que franchement,
franchement, ça devient de plus en plus scandaleux. Pour parler de, notamment, parler de le sort de cette jeune palestinienne, vous l'avez tous vu sur les réseaux sociaux. Elle est très visiblement marquée par ces 12 jours de détention passés dans des cellules sombres et glaciales, isolée du reste du monde et soumise à la question par ces tortionnaires israéliens, sans l'assistance d'un avocat ou d'un parent proche. Ait Habibi a trouvé la force d'esquisser des sourires en pénétrant ce lundi 1er janvier, menottés et les fers aux pieds dans un tribunal militaire en Cisjordanie, mise à l'écart depuis la fameuse gifle cinglante administrée le 15 décembre à l'un de ses soldats et à travers lui une colonisation forcenée, implacable, l'infernal judiciaire d'Israël qui s'acharne à broyer visiblement la vie des Palestiniens. Pardon pour les termes, mais je pense qu'au bout d'un moment il faut appeler un chat un chat. Tout était réuni en tout cas pour elle, pour que le sort lui soit jeté. Pas moins de 12 chefs d'inculpation ont été requis contre la jeune palestinienne Ait Hamimi. Parmi elles, agression, menaces, perturbation du travail des militaires, certains faits reprochés remontant à plus d'un an sans avoir jamais suscité l'indignation du pouvoir ultrationniste, annonciateur d'un verdict sans appel qui devrait tomber comme à coup près ce lundi 8 janvier prochain. Cette énième mascarade de procès aux conséquences tragiques a frappé très fort pour envoyer croupir en prison celle du martyr va asseoir la légende. Ils essaient d'en faire un exemple, mais en fait c'est tout à fait le contraire. Ils en font un exemple de résistance, a judicieusement pointé du doigt son avocat dans une déclaration à la presse. Pas épargné non plus. Nour Tamimi, c'est la cousine de Ait Hamimi, donc 21 ans. Qui a été inculpé d'agression aggravée d'un soldat israélien et d'atteinte à des soldats et condamné au maintien en détention avant jugement pendant 100 jours, tandis que Nariman Tamimi, qui est la mère de Ait Hamimi, la maman de la jeune héroïne est maintenue sous des verrous dans des geôles sordides israéliens. Afin que s'amplifie la mobilisation notamment demander la libération immédiate de Ait Hamimi, des siens et des centaines d'enfants palestiniens par là même qui croupit dans les prisons israéliennes, privés de liberté. Les droits élémentaires sont piétinés avec une cruauté sans nom. Il faut donc relayer largement la pétition, notamment, qui a déjà dépassé, sachez-le, des 250 000 signatures en 48 heures. Je vous incite ainsi donc à aller notamment sur la page Facebook France Maghreb 2. Vous avez beaucoup de posts justement concernant cette jeune palestinienne qui est devenue un symbole de résistance. Nadir, Hicham, vous avez vu évidemment les images, vous avez vu cette petite fille qui s'est fait remarquer déjà toute petite lorsqu'elle essayait de résister à sa manière en donnant des claques, et cette fameuse claque qui lui a coûté donc la prison. Non, vas-y Hicham, c'est compliqué. Non, c'est très compliqué. Enfin oui et non, en fait compte, moi ce qui me tue à chaque fois, c'est je vois certaines évidences qui me sautent aux yeux. C'est on entend beaucoup dire que Israël est un pays démocratique avec l'armée la plus démocratique du monde ou la plus morale. J'arrive pas à comprendre comment un tribunal militaire juge des civils. Rien que ça. Et si on doit faire un comparatif d'une personne dite voilà exactement, d'une personne qui est dite présumée terroriste, c'est une gamine, faut dire ce qui est, c'est juste une gamine qui a le cran de se lever et de faire face. Elle est traitée, elle a même pas le même traitement qu'un terroriste en France. C'est-à-dire qu'en France, t'as des lois, t'as un cadre juridique, on est dans un état de droit. Je sais même pas si on pourrait s'amuser à détenir quelqu'un comme ça arbitrairement sur pendant 100 jours. Tu vois le truc un peu. En plus prendre la famille qui est aussi mettre la pression sur la famille. La cousine, la mère. Voilà, donc du coup, moi je trouve ça mais plus qu'aberrant. Et encore une fois, moi aussi j'y vois, alors c'est peut-être mon côté un peu parano, mais on parle plus de Jérusalem, on parle plus de la décision de Trump d'aller établir l'ambassade américaine là-bas. J'ai l'impression que on est parti chercher cette petite histoire alors qu'on en avait pas forcément besoin, histoire de noyer un peu le poisson, de se dire que tiens, on va un petit écran de fumée. Mais malheureusement, ça réveille encore plein de frustrations, plein de choses. Et encore une fois, moi tout mon respect à cette jeune demoiselle, parce qu'elle fait aujourd'hui ce que certains n'arrivent même pas à faire, même pas à dire, tu vois. Il y a des appels au viol contre elle. Oui, j'ai entendu ça, je trouve ça... Moi, Christophe, comme je te dis, je suis pas un pro-palestinien, mais je suis un pro-justice.
Moi, ce qui me chagrine, ça doit être le comportement de ces gens qui nous donnent souvent des leçons de démocratie et qui se permettent de considérer ce colonisateur, parce que moi je le considère avant tout comme un colonisateur. Je ne reconnais pas cet État. Pour moi, c'est un colonisateur. C'est assez clair là-dessus. Donc tous ces gens-là qui emploient des termes assez éloquents et gentils pour ce colonisateur, qui se manifestent. Si c'est vraiment une démocratie exemplaire, si c'est un pays extraordinaire où il fait bon de vivre et que ces gens-là seraient menacés par des individus, qui s'accaparent un petit peu des événements et qui prennent position clairement. Mais bon, malheureusement, faut souvent être du côté des Palestiniens pour quelque part tirer la sonnette d'alarme. Ça fait des années qu'on le fait, donc je pense que c'est très difficile. Et moi, je tire mon chapeau à cette fille. Je crois qu'il y a la juge qui s'occupe de son affaire lui a dit en pleine audience, j'ai vu ça sur Facebook, comment avez-vous mis une claque à ce militaire? Elle lui a dit, détachez-moi et je vous montrerai comment je lui ai mis une claque. C'est beau. Donc moi je dis, il y a la répartie en plus de bravo. Ça me rappelle tous ces gens qui se sont battus pour leur liberté. Donc Exactement, bravo à elle et courage à tous les Palestiniens. Alors justement, ça ne s'arrête pas là. La machine à broyer du Palestinien ne s'arrête pas là, puisque ce dimanche 31 décembre au matin, l'administration pénitentiaire israélienne a informé Salah Hamouri de son transfert immédiat de la prison du Negev vers une autre prison située au sud d'Haïfa. Il est arrivé le 1er janvier dans cette prison de sinistre réputation. Une de ses avocates a pu le rencontrer ce mardi 2 janvier. Il va bien et il garde le moral malgré ce transfert pénible ainsi que des conditions de détention encore plus macabres que dans l'autre prison. L'administration pénitentiaire, écoutez bien, lui indiquait lui avoir donc pris cette décision en guise de mesure punitive suite à l'interview donnée par Salah Hamouri à l'Humanité via l'intermédiaire de ses avocats. Une interview, et là on lui répond prison et tu vas morfler. Assez de cet acharnement et de cet arbitraire sans fin que rien ne justifie, sauf des raisons qui sont uniquement politiques. La justice est foulée aux pieds, la France doit décupler ses efforts maintenant concrets pour que notre concitoyen soit rapidement libéré. Les paroles ne suffisent pas, c'est évident, ça fait 133 jours que Salah Hamouri subit dans sa vie une nouvelle fois l'arbitraire et l'objet d'un nouvel acharnement. 133 jours qu'il est incarcéré, à travers lui, c'est donc l'honneur de la diplomatie française qui est également touché. Salah Hamouri, on en a aussi beaucoup parlé, on n'en parle quasiment pas dans les médias, aussi c'était pour en parler à l'Assemblée nationale par la bouche de Maher Habib qui le traite de terroriste. Waouh. Non mais historiquement ça a toujours été écrit comme ça, Christophe. Donc tu sais, quand t'as un colonisateur qui vient comme ça et qui s'impose et qui tue depuis des années tranquillement avec je crois plus de 200 résolutions, je crois qu'ils sont plus de 200, je crois que Israël est le pays qui a le plus de résolutions et aucune résolution n'a été appliquée. Mais donc aujourd'hui ils font ce qu'ils veulent, donc ils continuent toujours comme ça. C'est une logique de coloniser et de réduire les Palestiniens à la dépendance et à la survie. Donc il y a plus de surprise par rapport au traitement infligé aux résistants. Moi je les appelle les résistants. C'était la même chose pour les Algériens avec la France. Les Français aussi, les résistants étaient traités de terroristes. C'était peut-être pas le terme à l'époque, mais voilà, c'était eux aussi, c'était des résistants. Donc voilà, donc pour moi des gens qui résistent à une occupation militaire sont avant tout des résistants et donc on leur fait honneur en respectant leur engagement et malheureusement pour certains leur destinée. En tout cas, toutes nos pensées à Elsa Lefort, son épouse évidemment, qui continue de résister et qui continue de combattre, et on vous invite à aller donc sur le Facebook Comité pour Salah Hamouri donc pour exiger sa libération. À l'époque, la mairie de Paris avait s'était mobilisée, il me semble. Non, pas pour Salah Hamouri, pour Gilad Shalit. D'accord. Ouais. Voilà. On avait placardé son visage, le soldat franco-israélien dont on avait placardé son visage sur le ponton de la mairie de Paris. Salah Hamouri, non, ça a été rejeté d'ailleurs au Conseil de Paris. Ça, c'est une information qu'on vous avait révélée ici en exclusivité. Il y avait effectivement une demande déposée par le groupe communiste de Paris et Front de Gauche qui avait demandé donc à ce que la mairie de Paris apporte un soutien à Salah Hamouri, et le Conseil de Paris avait rejeté. Voilà. Oui, c'est fort, bien sûr. Voilà. À cause d'une certaine pression venant d'un groupe assez communautaire, peut-être le CRIF, non, je sais pas. Ouais, peut-être le CRIF qui représente évidemment absolument pas les Juifs de France, mais plutôt une minorité extrémiste. Oui, Israël. Voilà. Alors, sinon dans l'info aussi, ce que je voulais évoquer avec vous, peut-être une petite réaction avant la pub, pour vous expliquer qu'au Maroc, le groupe des députés du parti Authenticité Modernité PAM prévoit de lancer une démarche dans le but de déchoir
de la nationalité marocaine les colons maroco-israéliens établis en Cisjordanie. Selon Yabiladi, le groupe parlementaire entend proposer une loi allant dans ce sens, le tout sous l'impulsion du secrétaire général de ce parti lors de sa récente rencontre avec l'ancien chef du bureau politique du Hamas, Khaled Shahal, en visite dans le royaume. Le patron du parti, du tracteur, comme l'appelle la presse marocaine, a fait part d'une telle éventualité. Le patron de ce parti a évoqué la possibilité de proposer donc devant le Parlement de soumettre un projet de loi visant à déposséder leur citoyenneté les juifs marocains installés dans les colonies de Cisjordanie. Si le vote de cette loi aboutit, elle serait la première réaction d'un pays membre de la Ligue arabe à la résolution du comité central du Likoud de parti de Netanyahou, le premier ministre israélien, voté le 31 décembre dernier. Toutefois, rien d'officiel n'a été avancé, aucune mesure concrète n'a été prise pour l'heure pour la promulgation d'une telle loi. Dans le cas actuel, sachez mesdames, messieurs, que déchoir une nationalité marocaine, c'est totalement impossible dans le sens où ça n'apparaît en aucune manière dans la loi marocaine, dans la constitution marocaine. Donc pour l'heure, ça demande un travail énorme de peut-être changer la constitution, de le faire apparaître. C'est quasiment mission impossible, mais en tout cas, l'intention y était. Est-ce que c'est une intention noble, messieurs, selon vous ? Pour de moi, vouloir déchoir la nationalité. C'est de la réaction à chaud et je suis pas certain que ça soit productif. Déchoir des Marocains. Des Marocains israéliens qui sont établis, en Cisjordanie. Donc, la double nationalité, c'est ça ? Oui, de leur nationalité marocaine. Oh. On a dire. Ouais, non, c'est compliqué. Après, c'est compliqué. Je sais que les Juifs au Maroc, les Marocains de confession juive vivent très bien, ont des bons rapports avec le royaume, sont des. On parle pas des Juifs qui vivent au Maroc, on parle des Juifs marocains qui sont établis en Cisjordanie et donc qui ont une deuxième nationalité israélienne. Voilà. Ouais, je sais pas si ça va arranger quoi que ce soit parce que c'est. Après, c'est toujours pareil. Moi, personnellement, j'ai rien contre les citoyens. Après, les citoyens, ils sont ce qu'ils sont. C'est surtout le gouvernement. Donc là, je pense que c'est de la com. Et ça va plus amener de la division dans le débat interne au Maroc plutôt que c'est une proposition des solutions au niveau international pour pouvoir éventuellement se positionner sur cette guerre qui existe depuis maintenant 70 ans. C'est une proposition mais qui ne mène à rien dans le sens où, je le répète, il est impossible de déchoir de quelqu'un de la nationalité marocaine à partir du moment où il l'a, c'est à vie. Puisqu'il n'y a aucune présence de possibilité de déchoir de la nationalité marocaine dans la Constitution, dans les textes, dans la loi. Donc pour l'heure, voilà, c'est une proposition qui nécessiterait de changer la Constitution. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment l'urgence du moment. Allez, dans un instant, messieurs dames, tiens, Nadir Kaya qui va nous parler du rapport de la police avec la banlieue. On aura juste derrière un grand monsieur qui est directeur du sport du côté de Champigny-sur-Marne. C'est ça, c'est Champigny-sur-Marne, exactement. Qui va nous parler justement un petit peu de ce qui s'est passé peut-être dimanche et de peut-être des propositions à faire, et puis nos DJ qui vont s'installer dans quelques instants. Ne bougez pas, c'est le LGF sur France Maghreb. On parle de tout dans cette émission, vous voyez. On peut parler d'Israël, des problèmes difficiles pour les Palestiniens, comme de musique à l'ancienne des années 80. Soyez les bienvenus, c'est le LGF. C'est votre émission, à vous. C'est bien après les fêtes parce qu'il y a beaucoup moins de pubs, donc du coup on est vite de retour. Voilà, Hicham Tarak il est là. Nadir Kaya aussi, ce mercredi, et nos DJ aussi que vous allez pouvoir écouter. Ça va pour les gens de notre génération à nous là, les 30-40 ans. Ça va vous rappeler des souvenirs de l'époque, des bons DJ à l'ancienne avec le vinyle, etc. Ça va scratcher dans tous les sens. Vous allez pouvoir mettre le son à fond, ça fait du bien pour cette nouvelle année qui commence 2018. Avec avant d'en trouver la vie tranchée donc de Nadir Kaya dans un instant, qui va nous parler donc du rapport de la police avec les quartiers populaires, avec la banlieue. Je vais vous parler maintenant de quelques informations en bref, messieurs dames. C'est sans doute la preuve que ce qui se passe depuis une semaine maintenant dans les rues est suffisamment pris au sérieux par les autorités iraniennes. Hier soir, pour la première fois depuis le début de la vague de contestation, le régime a fait défiler ses partisans. Des dizaines de milliers de manifestants pro-régime se sont rassemblés dans plusieurs villes d'Iran pour condamner les troubles. Rassemblement au rythme des slogans, notamment en faveur, bien sûr, du guide suprême. Hassan Rouhani et Emmanuel Macron se sont entretenus par téléphone hier soir.
Le chef de l'État français a fait part de sa préoccupation face au nombre de victimes liées aux manifestations. 21, on rappelle, depuis le début de la contestation. Ça fait plusieurs jours, en tout cas, qu'on attendait une réaction française. Suite aux manifestations qui, selon certains, sont réprimées en Iran. Elle est tombée hier, donc Emmanuel Macron et Hassan Rouhani, le président iranien, se sont parlé. Donc le chef de l'État français a défendu le droit à la liberté d'expression et de manifestation, et il a appelé son homologue donc à la retenue. Dans le contexte actuel, précise le communiqué de l'Élysée, la visite de Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui devait se rendre à Téhéran vendredi, est reporté. Ce que ne mentionne pas l'Élysée, mais que précise la télévision iranienne, c'est que Hassan Rouhani a reproché à la France d'héberger un groupe terroriste sur son sol, groupe accusé d'être impliqué dans les manifestations actuelles. Il s'agit des Moudjahidines du peuple, un mouvement d'opposition qui a mené des actions violentes par le passé et qui est effectivement hébergé en France. Les Moudjahidines ont réagi aux propos de Hassan Rouhani, affirmant qu'il reflétait l'affolement du régime des mollahs face à l'étendue du soulèvement en Iran. Et puis de leur côté, les États-Unis, par la voix de leur ambassadrice à l'ONU, demandent des réunions d'urgence du Conseil de sécurité et du Conseil des droits de l'homme pour discuter, je cite, de la liberté réclamée par le peuple iranien. Et cette phrase de Donald Trump qui dit « Il est temps du changement. Le peuple iranien est un grand peuple », ce peuple qu'il qualifiait il y a encore pas si longtemps de terroriste. Ouais. Voilà. Alors, vite fait, rapidement, une réaction, messieurs, sur ce qui se passe en Iran. Ça démarre très mal. Ça sent l'explosion générale au Moyen-Orient. On posait la question hier aux auditeurs, s'agit-il d'une déstabilisation, une nouvelle fois, qui est en train de s'opérer vis-à-vis de ce pays de l'Iran, ce grand pays de l'Iran? Nadir? Non, moi, si j'ai bien suivi un petit peu l'affaire, je pense que c'est des contestations dues à l'augmentation de la vie, notamment sur des produits de base, oui, qui a fait sortir les Iraniens. Oui. Après, moi, ce qui me désole, c'est toujours pareil, c'est les propos tenus par des pays comme la France. Bon, Trump, j'y fais plus attention parce que franchement, c'est un clown, il est pas sérieux, il est dangereux. Parce que bon, ça reste quand même le président de la première puissance mondiale, mais sur ses propos, il y a rien de sérieux. Mais ce qui me désole, c'est toujours le fait que on souhaite donner des leçons sur la façon dont les dirigeants d'un pays étranger devraient mener sa politique en interne. Essayer d'imposer sa vision, ouais. Voilà, sa vision. Après, en termes de liberté, c'est sûr, parce que nous, vu de l'extérieur, pour ce qu'on connaît de l'Iran, pour les informations qu'on a, on a toujours cette impression de croire que c'est un pays terrorisé, où la liberté n'existe pas. Non, c'est que ce sont des pays qui vivent à leur façon. Ce sont des pays qui n'ont pas un mode occidental, qui ont leur propre culture, coutume. Faut pas oublier que l'Iran est un grand pays de par son histoire. Bien sûr. Donc à partir de là, vouloir s'ingérer en leur parlant de liberté, qu'on commence par son propre pays, que ce soit même dans les grandes démocraties comme la France ou les États-Unis, la liberté, ça ne veut rien dire parce que toute liberté est encadrée, donc il y a des limites. Après, on peut philosopher là-dessus. Qu'est-ce que la liberté? La liberté de parler, de penser, d'agir. Même à ce niveau-là, tout est contrôlé. On l'a bien vu en France avec certains comiques aussi qui ne pouvaient pas tout dire sous des prétextes X ou Y. Donc moi là-dessus, ce qui me désole, c'est surtout quand j'entends qu'il y a des morts suite à des manifestations, légitimes ou pas. Après, politiquement, j'ai aucune leçon à donner aux Iraniens ni à qui que ce soit. Et comme je te dis, moi, ce qui me dérange en tant que Français, c'est que Macron ou d'autres représentants de pays démocrates veuillent maintenant intervenir et souhaiter le bien pour l'Iran, alors qu'on sait très bien que géopolitiquement, c'est un pays très intéressant à déstabiliser. Donc, je pense que beaucoup vont en profiter, notamment les voisins proches. L'Arabie Saoudite, qui aimerait évidemment, qui ne s'en cache même pas d'ailleurs. Israël, les États-Unis, voilà les quelques 3 pays qui aimeraient que l'Iran bascule. Voilà. Alors justement, dans la rubrique humour, messieurs, les États-Unis et leur président, visiblement déterminés à poursuivre en 2018 sur la voie de la provocation. Nous payons les Palestiniens des centaines de millions de dollars par an sans reconnaissance ou respect de leur part, a tweeté hier Donald Trump, puisqu'ils n'ont plus disposé à parler de paix. Pourquoi devrions-nous leur verser des paiements massifs à l'avenir, interroge-t-il, menaçant donc de couper l'aide financière américaine à ces derniers. La réaction palestinienne n'a pas tardé. La réponse de l'Organisation de libération de la Palestine est arrivée
À peine une heure après, donc, l'OLP redit au président américain ce qu'elle avait déjà formulé après les menaces lancées il y a 15 jours lors du vote à l'ONU d'une résolution. Les droits des Palestiniens ne sont pas à vendre. Nous ne céderons pas au chantage, affirme Hanan Ashrawi, membre du comité central de l'OLP. Donald Trump et son entourage sont peut-être bons pour négocier des contrats commerciaux, mais là, il s'agit de dignité et de valeur, a pour sa part réagir le porte-parole de l'Organisation de libération de la Palestine, joint ce matin par RFI, et donc de relever que les États-Unis menacent d'affamer des enfants, de les priver du droit fondamental à l'éducation, pour un processus de paix, dit-il, qui n'existe pas. Bref, près d'un mois après la reconnaissance par l'administration Trump de Jérusalem comme capitale d'Israël, le fossé ne semble cesser de croître entre Américains et Palestiniens. Et puis, évidemment, dans la rubrique Humour toujours, à qui a le plus gros bouton nucléaire? Une affaire de boutons, vous ne rêvez pas. Nous sommes donc là aujourd'hui dans l'affaire du nucléaire nord-coréen entre Donald Trump et Kim Jong-un. Quand le leader de Pyongyang a affirmé il y a quelques jours qu'il avait donc en permanence le doigt sur le bouton nucléaire disposé sur son bureau, le président américain lui répond: moi aussi, j'ai un bouton nucléaire, mais il est beaucoup plus gros et plus puissant que toi. Incroyable, messieurs, non? Ça devient pathétique. Ça devient pathétique, ce président surtout américain. ça reflète du niveau, du niveau, tout simplement. C'est que c'est pathétique, c'est ras les pâquerettes, et c'est franchement, comment dirais-je, ça fait peur. Clairement, ça fait peur. C'est pas du tout la posture et tu sais le standing d'un président, de ce qu'on attend d'un président, surtout américain. Là, on est passé d'un crooner à la Obama, à un pitre, à un Jerry Lewis. Voilà, Trump, c'est ça, c'est un comique en fait compte. On se demande s'il va finir vraiment son mandat, Hichem Nadir. Franchement, ça devient pathétique là. Il avait été quand même jugé instable psychologiquement par des professionnels un collectif et qui disait qu'il était vraiment pas du tout apte à être président. Donc après, à partir de là... Non, s'il peut avoir une destitution par rapport à lui, ça va se passer notamment avec l'enquête concernant le FBI et ses rapports avec la Russie. Exactement. Si ses proches le lâchent, pourquoi pas? Bon, je pense pas qu'ils vont le lâcher parce qu'il va avoir de l'argent à la clé. Donc pour certains, ils vont préférer faire de la prison ou être exclus. Mais bon, je pense pas qu'il y aura une destitution. Mais bon, le problème, c'est que c'est vrai qu'il est arrivé aujourd'hui à un tel niveau que on en rit, mais moi, ça me fait pas rire parce que un gars qui parle comme ça, donc ça veut dire que demain, il peut être vraiment capable de déclencher une attaque nucléaire. Sur un côté, comme on sait qu'on a aussi un gars qui est pas très stable, je pense qu'il y a eux deux. Donc moi, j'ai tweeté un truc très simple, que je leur propose de faire un combat de sumo et que le gagnant démissionne de son poste actuel. Je pense que ce serait plus intéressant et puis ça épargnerait beaucoup de vie. C'est Chirac qui était le meilleur à ça. Alors, messieurs, faut qu'on avance. Nos DJ qui vont bientôt rentrer en piste, messieurs, dames, puisqu'ils sont là, des DJ à l'ancienne des vrais, quoi, avec leur platine vinyle qui est installée là en face de moi. Merci pour nous. Et qui, quoi, merci pour nous, quoi. On a essayé. On a essayé avec des platines à l'époque de jouer aussi. Ah ouais, non, mais c'est des vrais. Moi aussi, j'ai essayé, mais évidemment, on peut pas se comparer à ces messieurs. Pour l'heure, on va parler du premier avis tranché avec Nadir Kaya sur France Maghreb, le jingle. Alors piétinez-moi, allez-y. Et on va parler du rapport de la police avec les jeunes de banlieue dans la vie tranchée de Nadir Kaya aujourd'hui. Bon, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, donc je vais réexpliquer un petit peu mon avis tranché. Je veux pas je veux pas excuser quoi que ce soit. Je veux juste donner un point de vue qui est le mien et celui de beaucoup que je connais et que je fréquente vis-à-vis de la police. Et comme je disais tout à l'heure, c'est souvent un problème de génération. Donc moi j'ai la quarantaine passée, j'ai eu des moments très difficiles avec la police. Bon, j'ai jamais fait de prison, mais j'ai souvent été embarqué par la police, traité de bougnoul, d'arabe, insulté, menacé même par des armes. Donc à une époque, je pouvais avoir un regard assez violent et haineux vis-à-vis de tout ce qui pouvait avoir un uniforme, notamment la police. Mais aujourd'hui, à mon âge, en tant que père de famille, arrivé à une certaine maturation, je n'ai aucune haine contre la police. Mais comme je te disais tout à l'heure, j'ai une connaissance de l'histoire des quartiers populaires et notamment d'un historique qui existe encore via certains comportements de certains policiers aujourd'hui et d'une certaine justice. Il y a énormément de gens qui sont morts entre les mains de la police ou qui ont été violentés gratuitement par la police sans avoir un retour de justice. Donc voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, certains, je dis bien certains, et je pense que c'est une minorité,
sécurité en banlieue ont un regard assez négatif vis-à-vis de la police. Et je rajouterais en plus qu'il faut pas oublier que dans certains quartiers, la police c'est leur quotidien. Donc à un moment donné, ça pèse. Quand pendant des années, tu vois toujours des policiers passer, repasser, te contrôler et voir que les trafics de drogue continuent, alors que ces policiers, pour certains même s'ils agissent ou ils ont des difficultés à arrêter les trafics, donc c'est souvent récurrent. Mais tu as aussi des contrôles de policiers qui viennent te voir, qui peuvent te tutoyer, des comportements qui sont aussi violents dans leur attitude, dans leur regard, qui fait qu'aujourd'hui ça alimente un petit peu cette ambiance qui peut exister dans les quartiers populaires, mais globalement, comme je le disais hier dans des médias télévisés, pour parler citer BFM et LCI, les gens qui vivent dans les quartiers populaires sont des Français comme les autres, avec la volonté de vivre leur vie, de réussir, d'avoir des projets. Donc globalement, on vit avec les policiers, mais il n'y a pas de haine particulière. Elle peut exister auprès de certains jeunes qui ont moins de 20 ans et qui sont certains dans des phénomènes de groupe et qui sont plutôt dans une situation de défiance par rapport à la police. Je parle bien sûr des jeunes qui sont pas délinquants, mais qui ont un petit peu cette image de petits jeunes un peu durs, un peu caïds et qui ont des comportements souvent difficiles avec la police. Mais globalement, je pense que dans un quartier populaire, il n'y a aucune haine vis-à-vis des policiers qui font leur travail souvent très difficilement parce que c'est hyper compliqué. Comme je te disais tout à l'heure, on a laissé 30 ans passer sans réellement faire de vraies actions dans les quartiers populaires et aujourd'hui on le paye. Et les premières victimes de la délinquance et de la violence dans les quartiers populaires, ce sont les habitants des quartiers populaires. Donc vis-à-vis de la police, on les remercie pour ce qu'ils font. Sans eux, ce serait peut-être pire, il faut se le dire franchement. Moi, je suis plus à moraliser les parents sur la délinquance, mais vis-à-vis des policiers, il y a effectivement une minorité qui peut avoir des comportements violents avec des policiers, mais globalement, on a tous besoin de la police, et heureusement que la police est là. Maintenant, ce qu'on aspire, c'est qu'on aspire à une justice, tant par la qualité des services qui doivent être proposés pour les citoyens des quartiers, notamment à travers la police, qu'à le fait de vouloir aujourd'hui régler beaucoup de problèmes sans chercher absolument l'affrontement avec la police, parce que c'est pas la solution, c'est surtout un problème de société, notamment par rapport aux faits divers de Champigny. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un vrai problème de société à traiter dans l'urgence, et j'invite Macron et toute son équipe à se mettre autour de la table très rapidement pour traiter tous les problèmes qui concernent la banlieue et la France de façon générale. Merci Nadir, petite réaction d'Hicham peut-être sur ce qui vient d'être dit par Nadir. Et vous, auditeurs, auditrices, d'accord ou pas d'accord avec Nadir? 01 40 33 9000, le temps que le DJ s'installe. Surtout dans la réaction aussi, mine de rien. Oui. Alors, Hicham. Oui, justement, je trouve ça très très pertinent en fin de compte ce qu'a abordé Nadir, et je le rejoins mais à 120%. On a toujours les mêmes problématiques, à savoir c'est que on connaît les problèmes, on connaît les acteurs. On sait ce qui se passe, et on a toujours ce même discours de ouais, en banlieue c'est difficile, c'est des endroits de non-droits, exactement, no man's land aussi, on peut entendre, voilà, exactement. Alors que en vérité non, c'est pas du tout ça. C'est que on en parlait tout à l'heure, on parlait de la police de proximité, mais tu mets une police de proximité, il y a un travail fou qui va être fait, et on peut éviter ce type de débordement, on peut éviter énormément de choses. On sait ce qu'il faut en fait, mais à chaque fois c'est toujours les mêmes personnes qui te disent ouais, il y a rien, et puis après on entend aussi des aberrations de la part de politiques, des gens qui ont été comment dirais-je, au pouvoir, qui étaient censés apporter des solutions et qui finalement n'ouvrent la bouche que pour critiquer, justement. Alors que si on les remet face à leurs responsabilités, pour certains, en fin de compte, c'est le manque de courage et de volonté politique qui manque aujourd'hui pour résoudre les problèmes qui sont liés à la banlieue et à cette image qu'on nous colle à la peau depuis toujours. Et tant qu'il n'y a pas un vrai engagement sur le terrain et non pas simplement dans les paroles, dans les fameux discours du président et d'autres, on n'arrivera pas à changer les choses. Mais il y a aussi une prise de conscience qui doit être faite par les citoyens issus des quartiers populaires, pas simplement intellectuellement, mais sur le terrain, à travers des actions quotidiennes, même s'il y a beaucoup d'associations et de citoyens engagés, mais c'est pas suffisant au regard de tous ceux qui sont dans l'expectative et qui sont aussi victimes d'eux-mêmes, de leur manque de courage de vouloir aussi régler des problèmes qui sont pour certains en bas de leur cage d'escalier. C'est ça. Voilà, en tout cas, vous pourrez réagir bien sûr à l'avis tranché de notre ami Nadir Kaya, l'avis tranché de Hicham Terra qui va nous parler musique dans un instant, bien sûr. Hicham, est-ce que tu peux nous préparer les DJ là? Bien sûr, ils sont là, ils sont chauds patates. Bon, ils sont chauds patates. Est-ce que tu peux nous les présenter, parce que c'est quand même bien de les connaître, entendre. C'est un petit collectif là, donc bon, tu connais les gens en banlieue, t'en invites un, il y en a plusieurs qui viennent. Ouais. Donc c'est comme les rappeurs. Exactement. Exactement, c'est l'esprit de groupe en fin de compte, et là c'est plutôt dans le côté positif. Donc un ami de longue date, DJ Dino.
Yes. Comment tu vas? Salut DJ Dino. Salut les gars, ça va bien tranquille? Voilà, un puriste, donc qui est, on va dire, dans le game pour parler un petit peu Jones depuis vraiment très très longtemps. Ouais, une petite vingtaine d'années. Voilà, exactement. Donc du coup, quelqu'un qui est fan de musique, on peut dire ça. Ouais, vraiment fan de musique, ouais. Ouais, vraiment fan de musique, ouais. Donc qui a suivi aussi l'évolution du hip-hop, de la musique. Ouais, et, surtout du hip-hop, ouais, surtout voilà, du exactement. hip-hop. Il me ouais. semble que tu as fait partie de, enfin, tu as pu travailler avec de grands noms aussi. Ouais, j'ai travaillé avec la Mafia Qu'un Free, avec Rov beaucoup. Après son deuxième album, avec Niro. Et puis après, j'ai fait 17 ans de radio aussi, Voilà. sur 106.3, tu vois. Donc le parcours dans le hip-hop, ouais, j'ai fait un peu le tour, on va dire. Et tout ça au platine vinyle. On a gardé le bon vieux vinyle, tu vois. Exactement. Et c'est ce qui me plaît. Et en fin de compte, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est mon coup de cœur. Voilà. Alors, DJ Dino, hein, c'est ça? Exactement. Voilà. Et là, je suis avec DJ Rock et DJ Nixon. Qui sont un petit peu de la même generation? Exactement. En fait, on est dans le même style. On est dans le hip-hop. On n'est pas des DJ, on va dire. On est plutôt des turntablistes. C'est une autre catégorie, on va dire. C'est pas tout à fait pareil. Le DJ, on va dire, il passe des sons, et nous, on s'emploie plutôt à modifier les sons, à scratcher dessus, à employer divers techniques. Un exercice de style qui est un petit peu différent, mais qui est toujours dans le même état d'esprit. C'est toujours dans le même état d'esprit, strictly hip-hop, bien sûr. Et ouais, on s'emploie à essayer de modifier les sons au maximum, mais tout en étant dansant, on va dire. Alors aujourd'hui, moi, ce que je constate, c'est en regardant un petit peu ce qui se passe, il y a beaucoup de DJ qui se proclament DJ. Aujourd'hui, ça se passe à base d'ordinateur. Ils nous préparent des mix, des trucs enchaînés qu'ils fabriquent à la maison, puis ils viennent en soirée, ils branchent leur truc et ils passent leur son, quoi. Ouais, malheureusement. Non, parce que pour moi, un DJ, c'est celui, justement, un peu comme toi, qui est devant ses platines à l'ancienne, vinyle, et qui arrive à faire des trucs extraordinaires, parce que c'est un art, en fait, ce que vous faites. C'est un art, mais après l'évolution du matériel, moi je pense qu'il faut s'en servir, tu vois. Grâce à l'évolution du matériel, moi j'ai quand même conservé les platines vinyles. Ouais. Mais grâce à l'évolution du matériel, j'ai certains raccourcis qui me permettent d'aller plus vite pour faire certains effets, certains passe-passe, certains scratch même. Et faut s'en servir. Mais ce qui est vrai aussi, ce que tu dis là, et qui est très vrai, c'est que maintenant, avec l'arrivée des grosses machines, des gros ordinateurs, on peut préparer tout à la maison et juste mettre play et faire semblant d'être derrière les platines et ça passe. Mais ce qui compte, en fait, c'est l'âme que tu donnes à ton mix, en vérité. Ouais. Le truc, les gens, je pense que les gens qui sont en face de toi le ressentent tout de suite. Quand tu donnes un peu d'âme et un peu de toi, ça marchera toujours mieux que si tu mettais une playlist et que voilà. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire là, DJ Dino? Je sais pas, moi je suis souvent, tu vois, dans le genre de trucs comme ça, je suis souvent un peu freestyle, à l'improviste, tu vois, au feeling, tu vois, je fais ça avec mon cœur. Allez, écoute, installe-toi devant tes platines. C'est parti, on va mettre le son, mesdames, messieurs. Vous écoutez bien France Maghreb 2. Et ouais, qu'en ce moment vous écoutez pas ça sur d'autres radios. Non, c'est du vrai DJ, quoi, à l'ancienne, les gars. Allez, c'est parti, DJ Dino aux platines sur France Maghreb 2. On met le son. Nadir Kaya, il est là. Hicham Terak aussi. Bonjour. Sur France Maghreb 2. C'est le grand forum. Wow, Nadir. Ça s'est transformé, ouais. Ça y est. Nadir, il a retrouvé ses réflexes de 20 ans. Hein? Mais j'ai senti qu'il voulait se lever et nous faire un petit coup poil tête au sol. Une petite coup poil sous la table. Bon, soyez les bienvenus sur France Maghreb 2. On va maintenant accueillir dans cette émission du Grand Forum, comme quoi on parle de tous les sujets, on peut varier d'un sujet à un autre, sans aucune transition parfois. Soyez les bienvenus, comme ça, pour faire plaisir à tout le monde, à toute la famille en l'occurrence. Vous voyez, les plus jeunes, les un peu moins jeunes, les gens de notre âge, c'est-à-dire l'âge de la maturité un peu. Ouais, c'est ça, quand on est à 30-40 ans. Sagesse, la réflexion, la maturité, voilà. Karim est avec nous, il est directeur sportif du côté de Champigny. Salut Karim. Salut à tous. Bienvenue à toi Karim, sois bienvenue dans le Grand Forum. Beaucoup. Karim, première réaction suite à ce qui s'est passé dans ta ville à Champigny ce dimanche soir à l'occasion du réveillon du 31. Il s'est passé un événement tragique, parce que c'est le cas. Aujourd'hui, deux représentants des forces de l'ordre se sont fait tabasser par des petits merdeux, parce que c'est le cas de le dire. Voilà, lors d'une soirée qui, je dois le dire, n'était pas organisée par des Campinois. Donc c'était une soirée privée qui était organisée avec des organisateurs de soirées qui louent des lieux vides et parfois sans autorisation. Donc il semble que c'était plutôt le cas cette fois-ci. Et à mon sens, ils se sont laissés déborder parce que ils ont fait une communication à outrance.
sur les réseaux sociaux, etc. Donc il y a eu, je crois, un peu plus de 500 personnes. Donc de ce que j'ai cru comprendre, certains individus qui ne pouvaient pas rentrer ont voulu forcer le passage, ont défoncé un mur et ont commencé à rentrer dans la soirée et ont tout cassé. Et ensuite ça s'est passé, ça s'est poursuivi à l'extérieur. Il y a eu une première intervention des forces de police, puis ensuite deux autres agents sont venus pour leur prêter main forte, mais je pense qu'ils ont dû se tromper de route parce qu'ils sont tombés nez à nez avec ces énergumènes. Et voilà, après ce qui s'est passé, c'est que ils ont été roués de coups. Les images, elles ont été filmées, partagées à outrance, reprises également par certains médias et certains politiques qui ont voulu faire de la récupération. Et voilà, donc moi je avant toute chose je tiens à dénoncer ce qui s'est passé, parce qu'à un moment donné on peut pas cautionner ce genre d'agissement, ça c'est clair. Mais je voulais aussi témoigner aujourd'hui parce que je pense qu'il faut pas non plus tout mélanger. Et quand je vois un petit peu les médias tels qu'ils ont repris l'histoire, Champigny c'est décrit un petit peu comme une zone de non-droit. Donc c'est absolument pas le cas. Moi je bosse sur Champigny à la fois dans le milieu sportif, mais à la fois au sein d'une collectivité. Mais je parlerai aujourd'hui simplement sur ma casquette d'éducateur sportif. Sur ce qui concerne la collectivité, ça je laisse le soin aux maires ou aux élus de s'exprimer, ça de faire. Mais en ce qui me concerne, je voulais un petit peu rebondir là-dessus parce que effectivement on a tendance à décrier, à stigmatiser un petit peu toute cette jeunesse. Alors oui, effectivement les images elles choquent, ça c'est clair. Oui, effectivement les auteurs de ces faits doivent être interpellés. Mais en outre, je tiens à insister sur le fait que ce n'est pas la jeunesse pampinoise qui est représentée là, telle qu'on a pu l'expliquer. Voilà. Alors, Hicham Nadir, peut-être une question. Moi, j'en ai une. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, Karim, peut-être de créer un lien avec cette jeunesse, au-delà du fait qu'elle soit de Champigny ou non? À la limite, c'est pas bien grave en soi. C'est une jeunesse qui a des réflexes, comme on a pu le voir dimanche. Alors, on va pas globaliser, généraliser à toute la jeunesse, mais ces individus qui ont agi dimanche soir. Et d'ailleurs, je placerais même sur la même lignée ceux qui sont restés là à rien faire et à filmer. C'est absolument scandaleux, quoi. C'est absolument monstrueux même. Assistance à personne en danger. Est-ce qu'il n'y a pas moyen, plutôt que justement d'éviter ces récupérations politiques comme on peut le voir et qui sont absolument lamentables, est-ce que les politiques, par peut-être le biais d'une initiative, pourraient venir écouter, dialoguer avec ces jeunes, parce qu'ils ont des trucs à dire, hein. Ils sont pas que des wesh. Alors nous quand je dis nous, parce que j'ai effectivement depuis 31 j'ai reçu énormément de coups de téléphone soit d'acteurs locaux qui travaillent dans le quartier, que ce soit les éducateurs ou les animateurs de quartier, etc. Mais aussi d'autres personnes qui savent que j'habite Champigny, m'ont sollicité et m'ont posé justement ce genre de questions. Donc nous, on a décidé de s'organiser dans la mesure où on va constituer en fait un collectif qui va s'appeler Champigny Terre de Réussite. Et en fait, on va faire un pied de nez un petit peu à tout ça, parce que là où les gens stigmatisent, nous on va démontrer que cette jeunesse elle est capable de faire des bonnes choses à partir du moment où on leur donne les moyens. Alors attention, je suis pas en train de faire Mère Teresa, parce que je veux pas tomber non plus dans cet excès-là, parce qu'à un moment donné, je pense que et on en a déjà discuté sur votre antenne il y a pas longtemps, je pense que pour pouvoir obtenir les choses, il faut aussi pouvoir s'en donner les moyens à un moment donné. Donc l'assistanat, c'est pas du tout le sens de la démarche, mais au contraire. Il faut pouvoir à un moment donné donner les outils aux institutions ou aux personnes qui mettent vraiment en place un projet cohérent en direction de ce public-là. Donc effectivement, les pouvoirs publics aujourd'hui, ils sont un petit peu perdus parce que ce soit les pouvoirs publics de droite ou de gauche, ils n'ont pas su à un moment donné trouver les bonnes réponses. Parce que ça a été un phénomène de mode sur le moment où on s'est dit effectivement il faut qu'on fasse pour les quartiers des choses, il faut qu'on puisse aider cette jeunesse à s'émanciper, etc. Donc, mais la résultante ça a été que soit à un moment donné on a été dans l'assistanat avec eux, donc ça provoque pas non plus les effets escomptés, ou soit on a été dans le contraire, c'est-à-dire qu'on les a stigmatisés et qu'on les a laissés complètement de côté. Alors Karim, oui. Si tu permets, je vais juste prendre la réaction de Nadir qui est si un militant à sa manière, président de l'association Ban le Plus. Qu'est-ce que tu penses de cette initiative, Nadir? Non, dès l'instant où il y a de l'action, il y a des initiatives comme ça, c'est positif. Après, de savoir si ça va réussir ça va réussir ou pas, c'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'il y ait une dynamique, une synergie, et que des jeunes comme ça, et des moins jeunes, se mobilisent pour démontrer que la banlieue, ça se résume pas à des images négatives. C'est important.
Mais je le rejoins, je rejoins Karim, c'est ça, c'est Karim. Ce qu'il a pu dire. Mais je voudrais juste rajouter une chose. Tout ça, toute cette vivacité, cette effervescence qui existe dans le banlieue, elle existe depuis toujours. Simplement, elle n'est pas suffisamment mise en avant par les politiques parce que ça va pas dans leurs intérêts. Après, il faut pas croire que les politiques à droite comme à gauche n'ont pas su faire. Non, ils n'ont pas voulu faire. C'est pas la même chose. Parce qu'on peut pas croire que ces politiques de gauche et de droite sont des intellectuels, sont des gens qui ont réussi de par leurs études, leur statut, et soient incapables de répondre à ces problèmes. Non, ils n'ont pas la volonté politique parce que ça arrange les uns comme les autres. Après, on a aussi l'histoire de la fameuse gauche avec les quartiers populaires qui a utilisé un petit peu tout ça pour asseoir son pouvoir, et puis on voit ce que ça a donné. Aujourd'hui, ils n'existent même plus, ils ont vendu leur siège. Mais la droite aussi n'est pas capable de faire parce que ils ne considèrent pas, historiquement, c'est démontré par des sociologues, des histoires, ils ne considèrent pas les habitants des quartiers populaires comme des citoyens à part entière. C'est violent ça. Par contre, c'est très violent, mais c'est une réalité qui nous vient à la figure, surtout quand il y a des événements comme ça et que vous voyez la réaction des politiques, des médias qui se posent encore des questions, à savoir est-ce que la banlieue c'est la France, est-ce que c'est des zones de non-droit, il paraîtrait qu'on applique la charia dans certaines villes, cités. Non, vous voyez le regard qu'ils ont encore sur nous. Donc ça, c'est un problème franco-français. On est d'accord. Donc c'est un problème de société. Exactement. Donc politique. Voilà. D'accord ou pas avec Nadir? Pour rebondir sur ce qui est dit là, effectivement, les politiques n'ont pas eu la volonté de le faire. Donc nous, de par notre démarche et sur la création de ce collectif Champigny Terre de Réussite, cette volonté, nous, on va la donner aux acteurs directement. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les gens sont ou la résultante de ce que les gens souhaitent qu'ils soient, voilà, par exemple, ou bien ils sont inexistants, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais je voudrais insister sur un point, parce que, en fait, je voudrais pas qu'on tombe dans les travers où, par exemple, Champigny, c'est que des quartiers populaires. Non, c'est faux. Champigny, c'est une mixité sociale. Il y a des gens dans les quartiers. Il y a beaucoup de pavillons, des gens super brocante. Et le Champigny fait bon vivre ensemble. Et nous, le message qu'on souhaite donner, c'est ça. Quel que soit à un moment donné le clivage dans lequel on évolue, quel que soit à un moment donné les éléments sociétals avec lesquels on est amené à s'émanciper, à un moment donné, si on a les outils pour pouvoir réussir, on va réussir. Voilà, c'est le message que nous, on veut faire passer. Mais à un moment donné, il faut que les gens aussi prennent responsabilité, que les gens du quartier prennent également leurs responsabilités pour pouvoir eux-mêmes valoriser leur propre image. Très bien. Eh bien, Karim, on va juste peut-être rappeler le nom de cette initiative que tu souhaites mettre en place. Terre de Réussite. Et bon, je suppose qu'il n'y a encore pas la page Facebook et compagnie. Il y a une page Facebook. Vous êtes rapides, les gars. Il va falloir qu'on travaille ensemble, Karim. Hein. On a vocation à travailler les uns avec les autres dans les quartiers. Il n'y a pas de solution. Il n'y a pas d'autre solution. Moi, j'aime ça. Exactement. Vous voyez, ce que tu viens de faire là, j'aime ça. Parce que ce que je dénonce depuis de nombreuses années, c'est que des collectifs qui travaillent chacun de manière isolée de leur côté ne font pas avancer les choses parce que chacun travaille de son côté. Alors que l'union fait la force, messieurs, dames. Si on s'unit, on devient plus fort. Et cette réaction, j'allais dire spontanée de Nadir, moi, me va à merveille. Bravo Nadir. Et vous êtes amené, donc la page Facebook s'appelle Champigny Terre de Réussite. Champigny Terre de Réussite. On va le partager. J'incite les journalistes de BFM TV, LCI et compagnie à aller faire un petit tour là-dessus et pour peut-être donner une autre image de Champigny de ce qui est donné depuis 2 jours. Merci beaucoup Karim. Et bonne année à toi en tout cas. À bientôt. Merci beaucoup. Voilà, 01 40 33 9000 par rapport à la question du jour. Justement, est-ce que c'est un problème de société et non pas du laxisme de la justice? C'est problème de violence policière. On a Oumar qui est avec nous. Salut Oumar. Ouais, salut Christophe. Oumar, tu nous appelles d'où? Nadir. Tu nous appelles d'où Oumar? Aulnay-sous-Bois. Aulnay-sous-Bois, très bien. Alors on t'écoute Oumar. Par rapport à la question du jour, je trouve qu'elle a raison justement. C'est Virginie, j'ai oublié son nom. Virginie Duval, je crois. Exactement, elle a raison. Enfin, c'est une blague, il n'y a pas de laxisme. Moi, j'ai des connaissances, je connais beaucoup de gens à Aulnay qui ont déjà fait de la prison pour outrage et rébellion. D'ailleurs, il suffit juste que le policier fasse un ITT, tu rajoutes toute violence à côté de outrage et rébellion, et là, il fait une bonne peine de prison. Donc, il n'y a pas de laxisme. En fait, comme elle a dit, c'est un problème de société, il y a un problème de fond. Il y a de la haine du côté des mecs des quartiers, il y a de la haine du côté de la police. Par exemple, du côté des mecs des quartiers, moi je vous dis franchement, moi je suis né à Aulnay, j'ai grandi à Aulnay. Quand j'étais petit, j'aimais pas la police, je savais pas pourquoi. En fait, je sais pas, on m'avait transmis cette haine, je savais pas pourquoi. Après, avec le temps, quand t'es amené toi-même à subir des violences policières, etc., tu finis par comprendre pourquoi. Mais en tout cas, par exemple, au risque de vous choquer, si moi j'avais 16-17 ans aujourd'hui,
je serais capable de faire ce que les petits ils ont fait à Champigny en fait, parce que j'étais jeune et j'étais con, que j'aimais pas la police, je savais pas pourquoi. Après maintenant nous à Aulnay on essaye de faire un travail. Par exemple il y a quelques mois on a organisé une assise pour échanger avec des policiers. On a invité les policiers d'Aulnay, bon ils ont refusé de venir, mais t'as des policiers de Gennevilliers qui sont prêtés au jeu et on a échangé avec eux. Mais Gennevilliers, c'est ça, hein? Gennevilliers, ouais. Avec Adama Traoré? Avec Adama Traoré. Exactement. Ouais. Exactement. La révolution est en marche. Tout à fait. Et pour parler aussi de la haine du côté de la police, parce qu'il y a quand même une étude, il y a quelques temps, je sais pas si c'est vrai, qui disait que 50% de la police votait Front National. Oui, ça c'est vrai, oui, bien sûr, il y a eu des rapports, il y a eu des articles là-dessus, oui. Il y avait un syndicat d'ailleurs. Comme les journalistes sont à gauche, les policiers, historiquement, ont toujours été à droite, voire l'extrême droite. Pour quelques-uns d'entre eux. Sinon, sur le truc, il suffit un policier électeur du Front National face à un mec qui fait d'immigration, je vous laisse faire le calcul. Et puis voilà, et puis, indépendamment de tout ça, il y a des bons policiers, etc. Moi, j'en ai rencontré beaucoup. J'ai rencontré aussi de très mauvais policiers. D'ailleurs, pour vous raconter une petite anecdote, les bons policiers ont eu plus d'impact sur moi que les mauvais. Quand j'avais justement vers les 18, aujourd'hui moi j'ai 26. Quand j'avais vers 18 ans, comme la plupart des jeunes, je voulais conduire. T'avais pas le permis, tu commences à conduire sans permis. Et un jour, je tombe sur les flics. Les flics, ils viennent, ils me contrôlent, donc t'as pas le permis, etc. Et le flic, le premier flic qui vient m'aborder, qui visiblement avait l'air d'être le chef, il commence à me parler en fait comme mon père en fait. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas normal, t'imagines si tu fais un accident, etc. Et moi en fait je commence à culpabiliser en fait. Je lui dis ouais c'est vrai, ouais vous avez raison. Il me dit bon, tu sais quoi, je garde la voiture, tu vas déposer les clés, à partir d'aujourd'hui tu conduis plus sans permis. Et depuis ce jour-là j'ai pas touché de voiture sans permis. Tellement qu'il m'avait, tu vois, mais contrairement à un autre flic par exemple qui vient en mode force. Parce que la plupart des flics aujourd'hui qui patrouillent à Aulnay, c'est des jeunes, ils veulent s'affirmer, ils veulent montrer qu'ils sont jeunes, qu'ils sont là, nous on est jeunes comme vous, vous allez rien faire, etc. Quand tu tombes sur ce genre de flic, ça se passe, la plupart du temps, ça se passe très mal. En tout cas, merci beaucoup Oumar de ton témoignage parce qu'il est intéressant à plus d'un titre. Et je pense que tu as su saisir aujourd'hui la réaction que peuvent avoir certains jeunes de 16-17 ans et ta réaction d'aujourd'hui et ton témoignage avec ce policier justement et le fait que tu aies conduit sans permis et qui finalement t'as pas condamné et t'as juste fait une belle leçon de morale qui t'a marqué aujourd'hui illustre beaucoup de choses et peut-être une manière de faire qu'il faudrait peut-être changer. Merci Oumar en tout cas de ton appel. Bonne soirée. Et reste à l'écoute, il y a du bon son à suivre hein Oumar. Cool, je suis là. Merci Oumar, à bientôt. Dites donc, monsieur Terrac. Ouais, c'est vrai. Y a pas un petit avis tranché là? Bah, c'est ça, mais on passe du Coca Light depuis tout à l'heure. Bah ouais, carrément. On va revenir du côté de la musique, monsieur M. Avis tranché, Hicham Terrac, jingle, monsieur M. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si l'on fait quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Alors, l'avis tranché de monsieur Hicham Terrac. Oui, non, on va éviter de te piétiner, Hicham, on a encore besoin de toi. Ton jingle quand même. Ouais, bah écoute, c'est comme ça, voilà. Alors Hicham, c'est parti, on t'écoute. Ok, c'est parti. Pour cette nouvelle année, nouvel avis tranché, nouveau sujet à traiter. 2018 est arrivé, 2017 nous a laissé un goût amer. Plein de choses à oublier, plein d'événements, des moments durs et difficiles. Mais il y a eu de bonnes choses. Oui, croyez-moi, il y a vraiment eu de bonnes choses. Par exemple, en termes de musique, on a appris que le rappeur Jul, Saint-Jean de la Puenta, allait arrêter. En fait, non, il va faire une pause, paraît-il. On peut dire que c'est un joli cadeau de fin d'année. Ce qui laisse une jolie touche d'espoir musical pour 2018. Car oui, aujourd'hui, il est question de musique, chers amis. Jul qui s'arrête, c'est un peu le réveil de la force. Peut-être assisterons-nous au retour de la musique et peut-être même qu'en 2019, nous assisterons à la musique contre-attaque. Quoi qu'il en soit, je respecte l'artiste. Je me dis que pendant sa pause, il prendra peut-être le temps de lire un Becherel. Bref, c'est pour cette raison que mon avis ne sera pas tranché mais scratché. Ok, je suis accompagné de mon coup de cœur DJ Dino, un puriste, un spécialiste que dis-je, un artiste. Les jeunes générations fans de musiques électroniques à la Jul, alors que ceux de mon époque, les vieux schnocks, on laissait les DJ jouer avec les vinyles, ça sentait le classique des morceaux anthologiques. Chers amis, il y a peu de temps, j'ai eu une conversation qui m'a légèrement marqué. Chers auditeurs, nous étions
chez un membre de ma famille dont je tairai le nom. Pendant la préparation d'un rôti de veau, nous étions environ 6 personnes dans un espace mesurant à peine 8 mètres carrés. La promiscuité ne demande pas si je sais ce que c'est. Kerry James, si tu m'entends. Donc en écoutant de la musique parlant hip-hop, vint cet argument criant de vérité qui fit vibrer mes tympans. Je cite: ouais, mais vous, à votre époque, vos morceaux étaient tristes, bof bof, voilà quoi. Oh putain, Christophe, il en fallait pas moins que je montre de quel bois je me chauffe. Tu me connais, en ni une ni deux, je lui sors un: ouais, mais tu sais, à notre époque, nous, on avait des choses à revendiquer. Et là, mon interlocuteur, sans filet, sans retenue, sans dessus-dessous, me sort un: ouais, mais franchement, bougez sur vos sons, je veux pas dire, mais voilà quoi. Oh, bon sang, chers auditeurs. C'était le pompon sur la Garonne, le pois chiche sur le couscous, le sundae caramel sans cornichon. J'explose et je lui dis: tu sais, petite, nous on s'est battu pour vous, nous on a saigné pour vous, pour que vos générations puissent s'exprimer et être écoutées. Mais quand on vous a laissé le micro, c'était vraiment pas beau, c'était la cata. La face B a disparu, les mixtapes, le respect dans les textes aussi. Je me souviens de nos missions à Châtelet pour aller s'habiller, écouter, échanger pour l'amour du rap. Ouais, on était des b-boys, des thugs, on faisait partie d'un mouvement, on se reconnaissait entre nous, c'était fou. Maintenant, place à l'autotune, plus de scratch. Où sont les samples, les vrais instruments? Bon, pour vous dire la vérité, j'ai pas pu lui dire tout ça parce qu'il fallait préparer le rôti et les entrées, dresser la table. Et ouais, comme quoi il y a des priorités dans la vie. En tout cas, respect à tous ceux qui bossent pour faire de bons et beaux sons avec des vinyles ou MPC. Vous avez tout mon respect. Votre maîtrise des arts anciens vous honore. Et pour finir, je citerai le fils de Sarah Connor, fier fort et face au Terminator. Ici John Connor, si vous écoutez ce message, vous êtes la résistance. Merci. Merci les gars, merci beaucoup, super nickel là, franchement pour le coup. Respect les gars, respect. DJ Dino, yeah. Rock, Nixon. On peut peut-être prendre vos coordonnées Facebook, etc. là pour que les gens vous suivent, si vous voulez bien, évidemment. Ouais, bah bien sûr. Alors Facebook, on peut vous suivre où, les gars? Alors DJ Nixon officiel Facebook, voilà. Pour Dino, c'est DJ Dino, DJ Rock, c'est DJ Rock. ROCC, on est des mecs simples. Ouais, c'est ça. Simples, tranquille. Vous pouvez me retrouver demain à l'international. Petite info. C'est bien, c'est bien. Pour la soirée Yabasta. L'Inter, voilà, 22h, 6h, il y aura Goumar, il y aura moi, il y aura plein de gens du hip-hop. Bon, en tout cas, super, bravo les gars. Là, vous avez fait rêver parce que. Franchement, big bien. Up à Parlons Scratch, big up à Innov School. Exactement. À la Caisse School, à toutes les schools de Scratch en fait. Et puis, tous ceux qui avancent. Tous les activistes, tous les mecs qui sont là. À Mix Fader, à Hijing, à Cédric. Yes. Voilà. Et j'en profite pour bah ouais, pas de soucis. Surtout merci à Christophe parce que quand je lui ai proposé justement de vous faire participer à l'émission, il m'a dit sans problème direct, même pas posé de questions. Franchement, ouais. Donc c'est confiance, c'est bien. Qu'on ça vient de la famille. Pas de problème. Merci beaucoup, merci France Maghreb 2. On voudrait en placer une aussi pour la team Lossa, Nickel, CKS, Foz, Smoka, tous ceux qu'on oublie. Ma team Lossa. Voilà, Parlons Scratch que vous pouvez aller suivre sur Facebook. Il y a un super groupe où il y a plein de choses, MacBeer, Beat Squeeze. Voilà, et on vous remercie encore beaucoup. DJ Innov School, K-School. Voilà, faut aller voir tout ça. DJ Dino, DJ Rock, DJ Nixon. Et merci à vous les gars pour continuer le combat, résister. Une dédicace à DJ Soul qui va se reconnaître et qui écoute la radio. On faisait une émission à l'ancienne sur Radio Méditerranée. Ah là, tout simplement. Voilà, qui a dû rêver là en écoutant la radio sur France Maghreb 2. Dans un instant, messieurs dames, le coup de cœur de Nadir Kaya et puis Libertad à suivre sur France Maghreb 2. J'aimerais bien qu'on parle quand même de ce journaliste du Figaro. Je vais vous en parler dans un instant. Ne bougez pas, restez avec nous. Et ben voilà, ça deal déjà une autre émission pour les DJ. C'est formidable, hein, Hicham. C'est fou ça, hein, mais c'est bien. Le monde est petit. C'est bien, et on salue la petite sœur de France Maghreb 2, Urbanite. Bien sûr, qui on profite pour éventuellement les habiter, pour faire découvrir aussi à cette jeunesse qui écoute cette radio, ce qui se faisait à l'époque. Mon cher Nadir, on va parler de ton coup de cœur maintenant, et on va parler donc de ce jeune Ali, justement. Alors, je te propose juste d'écouter ce petit reportage qui lui a été consacré. Il raconte comment les organisateurs ont été débordés. La salle arrivant à saturation, les vigiles auraient tenté d'interdire l'accès à certains individus qui se sont énervés. Au moment de l'affrontement, il a tenté de protéger les policiers. La policière, elle me tendait la main un peu, elle parlait pas, elle arrivait. Et là, je l'ai relevée. Et elle saignait de la bouche un peu, elle arrivait pas à marcher, elle était choquée, elle était dépassée. De là, je l'ai portée un peu, et là, il y a un mec qui est venu, que je suis venu la taper aussi. Parce qu'en fait, ceux qui étaient là, ils couraient aussi vers là. S'ils l'auraient croisé aussi, ils l'auraient retapé aussi. Je sais même pas si ce serait encore là. 300 à 400 personnes s'étaient déplacées dans cette nuit de dimanche à lundi. La société privée qui avait loué le hangar avait fait énormément de publicité sur les réseaux sociaux.
Sur cette vidéo, certaines personnes enfoncent une porte pour s'incruster dans la fête, pendant que d'autres à l'extérieur renversent une voiture. La police intervient alors pour disperser la foule et un groupe passe à tabac les 2 policiers qui avaient été séparés de leurs collègues. D'après la mairie, cette salle n'aurait dû être utilisée que dans un but commercial. Voilà pour ce reportage. Du coup, tu as décidé d'en faire ton coup de cœur, Nadir, aujourd'hui. Le coup de cœur, il est partagé en 2. Premièrement, un grand bravo aux mamans d'Aulnay-sous-Bois qui, pour le réveillon, ont souhaité faire des patrouilles de mamans pour éviter les débordements. Donc ça, c'est une super initiative. Grave. Ça démontre aussi que les parents, pour certains, sont réellement impliqués. Donc c'est vraiment un travail intergénérationnel qu'il faut faire dans les quartiers. C'est pas que les jeunes d'un côté, les vieux, les moins vieux. C'est vraiment tous les citoyens des quartiers populaires. Donc très belle initiative des mamans d'Aulnay-sous-Bois. C'est très bien. C'est une ville qui bouge beaucoup. On le voit aussi avec Adama Traoré et beaucoup d'autres. Voilà. Il était parti à Colombes d'ailleurs, pour dénoncer l'épicerie, le commerce, le commerce. Aux grèves, la cité des grèves. Il a fait visiter hier soir sur Facebook. Et le deuxième coup de cœur, c'est le jeune Ali, parce que comme je disais, j'ai été jeune, je sais ce que c'est que les bagarres, malheureusement les groupes qui s'acharnent sur un ou des individus. Donc d'avoir eu le courage, parce que c'est vraiment du courage. En plus, je pense qu'il connaissait pas ces jeunes. Apparemment, tous ces jeunes n'étaient pas de Champigny-sur-Marne. Donc, il a eu quand même le courage de rentrer dans le tas, comme on dit, et de tendre sa main à la policière qui, elle, était rouée de coups, et donc de l'extraire un petit peu de cette meute. Moi, j'ai un terme un peu violent de chien, franchement. Moi, je sens pitié face à ces jeunes-là. Ils ont beau être jeunes, c'est impardonnable. Je pense qu'en grandissant, ils vont reconnaître un peu leur bêtise. Donc, un grand bravo à ce jeune Ali qui a eu le courage de porter secours à cette femme, contrairement à ceux qui ont pris des vidéos et qui sont rentrés dans cette logique bête. Je vous présente Alexandre Dovecchio, qui est journaliste au Figaro, estime que l'islam est susceptible de menacer la République et qu'il ne faut pas hésiter à le crier haut et fort. Alexandre Dovecchio a un problème visiblement avec l'islam et il profite donc assez efficacement dans cette tribune qui lui est offerte donc par le Figaro pour régler ses comptes avec la religion musulmane. Le journaliste du quotidien Dassault, intervieweur officiel de Laurent Bouvet, cofondateur du Printemps républicain, s'est laissé aller à quelques égards lors de son papier il y a quelques jours. Alexandre Dovecchio donc pose en effet à Laurent Bouvet une étonnante question. Aujourd'hui, c'est l'islam et aucune autre religion qui est susceptible de menacer la République. Pourquoi ne pas le dire clairement plutôt que de continuer à gifler sa grand-mère, demande-t-il. Évidemment, Dovecchio ne s'appuie sur aucun fait pour affirmer que l'islam serait une menace pour la République. Même Laurent Bouvet, pourtant pas avare lorsqu'il s'agit de taper sur l'islam, semble un peu dérouté par la question du journaliste du Figaro. Je ne suis pas certain que l'islam en tant que religion menace la République, tempère-t-il. Alexandre Dovecchio est lui un habitué des sorties de route islamophobes. Après l'attentat de Londres, il avait écrit, avant de le supprimer, un tweet écœurant. Le fait d'avoir élu un maire musulman ne protège malheureusement pas les londoniens, expliquait donc le journaliste par Atlantico, où il était présenté comme journaliste politique, mais en fait, il n'avait écrit que des articles sur le cinéma. Un islamophobe de plus, j'ai envie de dire qu'il fallait quand même qu'on dénonce aujourd'hui, hein? Ouais. Dans la rubrique islamophobe, bien. C'est pas devenu normal. Enfin, maintenant, dès qu'il se passe quelque chose. Parce que voilà, dès que ça vient de banlieue, il y a forcément ce prisme, tu sais, à mettre en avant la religion, alors que pourtant c'est pas du tout le cas là. Pour moi, ça fait partie de la fachosphère. Je te le dis en toute honnêteté. Non, c'est bien de l'avoir dénoncé ici parce que je pense pas ça va se faire ailleurs. Faut pas attendre les grands médias pour relayer ça et le mettre dans la rubrique raciste. Moi, je dirais pas. Celui-là, on le met dans la case islamophobe. Ouais, mais pour moi, c'est la même case, c'est la case des racistes, la capacité de vivre avec les autres et de rebondir à chaque fois sur une actualité pour exister peut-être professionnellement parce qu'il a peut-être pas suffisamment de talent pour se faire opérer autrement, tout simplement. Allez, un petit Libertad, les gars. Il nous reste 2 minutes à peine. 01 40 33 9. Vous savez qu'on a eu un appel de Munich hier. Ah, bien. D'un auditeur qui nous écoute à Munich. On le salue d'ailleurs si il nous écoute. 01 40 33 9 pile. T'as un truc à dire, c'est le moment de décrocher ton téléphone pour participer à cette émission. 01 40 33 9 pile. N'importe qui, tout le monde peut participer dès lors que t'as quelque chose d'intéressant à dire. À faire passer un message, bien sûr. 01 40 33 9000, c'est le numéro de téléphone pour nous appeler en direct, que tu sois de Marseille, Dijon, Clermont-Ferrand, Metz, Reims, Amiens, Le Havre, Paris et partout ailleurs en Europe et dans le monde. 01 40 33 9000, 00 33
03 1 40 33 9000. En tout cas, on s'est bien régalé, nous, Hicham. Merci beaucoup avec ton coup de cœur, c'était sympa. Écoute, on va essayer de faire de 2018 une année où on va vraiment se régaler, des découvertes, qu'elles soient autant associatives que musicales, que sportives, que je sais pas moi, vegan, n'importe quoi, je raconte n'importe quoi, mais bon, on va essayer de faire partager un maximum de choses. Bon, allez, bonsoir. Allô, bonsoir. Pardon. Allô Christophe. Oui, c'est moi. Oui. Bonjour, ça va? Bonjour, quel est ton prénom? Oui. C'est Hamid de Pennsylvanie, je ne peux pas parler. Ah, Pennsylvanie! Yes! Bonjour et bonne année, c'est tout. Ah, bah écoute, bonne année à toi. Comment ça se passe en Pennsylvanie? Est-ce que vous avez froid en ce moment? Fait très très froid, la neige, de la neige. C'est le winter, l'hiver. Yeah. Bon, bah écoute, merci beaucoup de ton appel et on te souhaite plein de bonnes choses et tu restes fidèle en tout cas à l'émission. Ça, je te remercie, mon ami. Je vous rappellerai, Inch'Allah, une autre fois, ok? Avec grand plaisir. T'es dans quel coin de la Pennsylvanie? Quelle ville? Passe bonjour à tout le monde, les invités, à tout le monde, à tous les auditeurs de France Maghreb 2. Merci, Hamid. Merci beaucoup. À bientôt. Vous voyez, les gars? Voilà. On rigole pas ici, hein? Respect. Hein. Voilà. Ça vient international. International. Yeah. Bon, bah je crois que j'ai envie de m'arrêter là, moi. Ouais, parce que franchement, on a eu des DJ à l'ancienne, on a été en pleine Sylvanie, on a eu des bons sujets de dialogue, des bons chroniqueurs. Bref, c'est une émission réussie pour moi, les gars. Allez, hop, je la valide, celle-là. C'est beau, ça. C'est bon, c'est réglé. Demain, Nasser Lagil, il sera avec nous, ainsi que Redouane Moumine. Vendredi, Anan Zawani, le retour du Marseillais Mourad Goual et Tarek Mami. Donc voilà, une belle semaine qui va se terminer tranquillos avec vous. Chers amis auditeurs, vous qui êtes peut-être encore en vacances, on vous les souhaite excellentes ces vacances, profitez-en bien. Et on se retrouve évidemment demain dès 16h pour la réelle émission, l'authenticité à l'état pur de ce qui se fait en radio aujourd'hui. Vous le trouvez nulle part ailleurs, c'est uniquement sur France Maghreb 2, ça s'appelle Le Grand Forum et votre serviteur Christophe Rowe. Salut à tous, à demain. Salut, il est pour l'heure 18h, vous êtes bien à l'écoute de France Maghreb 2, l'heure du rappel de l'actualité avec Marine Garel. Bonsoir Marine. Bonjour à tous. Une personne a été tuée aujourd'hui et au moins 15 autres ont été blessés, dont 4 gravement par le passage de la tempête Eleanor sur le nord et l'est de la France. Météo France a enregistré des rafales à plus de 120 km/h et a placé dans l'après-midi 36 départements en vigilance orange aux avalanches, au risque de fortes marées et au vent violent. Environ 225 000 foyers étaient encore privés d'électricité aujourd'hui. Et une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui et ouverture au public d'un établissement sans autorisation à la suite de l'agression de 2 policiers à Champigny-sur-Marne le soir du Nouvel An. La Sûreté territoriale du Val-de-Marne est, elle, en charge de l'enquête sur l'agression des 2 policiers. Et dans l'actualité internationale, c'est le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme qui a appelé aujourd'hui les autorités iraniennes à donner des consignes de modération aux forces de l'ordre et à respecter le droit des manifestants. De violentes contestations se produisent en effet en ce moment dans le pays. 21 personnes ont déjà péri lors de ces affrontements. Selon Le Monde, une dizaine de djihadistes françaises auraient été capturées par les forces démocratiques syriennes, une alliance arabo-kurde soutenue par les États-Unis. Parmi elles, la Bretonne Emily Conning, 33 ans, inscrite depuis 2015 sur la liste noire des terroristes aux États-Unis. 2 de la dizaine de djihadistes capturés demanderaient notamment à être rapatriés, je cite, pour assumer leurs actes. Un calendrier Daesh, c'est bon, on a déjà donné. C'est ce que titre la une du journal Charlie Hebdo d'aujourd'hui qui commémore avec ce numéro le 3e anniversaire de l'attentat qui avait décimé la rédaction. Le dessinateur et caricaturiste Riz, directeur de la rédaction, y déplore notamment le coût très lourd de la protection des locaux. Selon lui, cela coûterait plus d'1 million d'euros par an entièrement à la charge du journal. C'est l'équivalent de 800 000 exemplaires par année. Enfin, côté tennis, Gilles Simon rejoint les quarts de finale du tournoi de Pune en Inde. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb 2. C'est complètement faux, c'est ne sert pas à expliquer le caractère des gens, quoi. Merci Mohamed, en tout cas tu y retourneras donc en Thaïlande. En Thaïlande, si je devais retourner, ça serait plutôt en Malaisie ou en Indonésie. Il y avait des Marocains qui étaient là, qui m'avaient raconté qu'ils avaient été en Malaisie et ils étaient encore plus gentils et plus honnêtes que les Thaïlandais. Donc moi la prochaine fois j'irai peut-être en Malaisie, ouais. Comme vous disiez tout à l'heure. Eh ben bon voyage par avance mon cher ami Mohamed, merci beaucoup. Merci mon ami. À bientôt, au revoir. Bon, on en fera un dernier ou pas? Est-ce qu'on a le temps? Ça dépend de Medjed en fait. Medjed? Ouais, je crois qu'on a le temps d'un. Medjed? Ah oui, bah il est même pas prêt, donc on a le temps d'en prendre un dernier alors. France Maghreb 2, bonsoir.
Allô? Allô? Baisse ta radio, sinon je te coupe. Allô? Une fois, deux fois. Salut. 01 40 33 9000, c'est les mecs qui veulent s'écouter à la radio. Ouais, c'est mignon. Ouais, c'est mignon, ouais. 01 40 33 9000, un petit dernier pour la route, évidemment, si vous le souhaitez. C'est maintenant que ça se passe, là, pour les quelques 30 secondes qui nous restent pour l'émission LGF, pour Libertad. Sur France Maghreb 2, 0033 1 40 33 9000 si vous nous appelez, évidemment, de l'étranger. N'hésitez pas. Bon, qu'est-ce qui se passe? J'en ai un dernier ou pas là? Allô? Non? Ok, bon allez, on arrête. Terminé. Ouais. On plie bagage pour aujourd'hui en tout cas. Demain, il y aura du bon monde. Demain, tu sais qu'on aura un DJ demain. Quel DJ? Je sais pas. C'est le coup de cœur d'Hicham Terra qui apparemment qui va venir avec ses platines. Donc je sais pas ce qui va se passer. Oulala. Dans le cadre de son coup de cœur. Donc demain, soyez là. Bah j'écouterai moi. Ouais. Donc il y aura Hicham Terra, il y aura Nadia Lazouni et il y aura Nadir Kaya avec évidemment tout ce petit beau monde demain entre 16h et 18h. Merci beaucoup Islam. Merci à toi. Ta chronique on la retrouvera sur tes réseaux sociaux. C'est ça, sur Facebook dès ce soir. Voilà, dès ce soir. Islam Saïdi. Vous pouvez y aller. Puis on la mettra aussi sur les nôtres, bien sûr. Christophe le Grand Forum et Twitter LGF officiel. Salut à tous, bonne soirée. Restez bien à l'écoute de votre radio, puisque dans un instant, celui qui a passé le réveillon avec vous, c'est qu'il a passé le réveillon avec les auditeurs, lui, hein. Ouais, je sais qu'il fait ça, ouais. Et toute la nuit jusqu'à 3h. Bon, il a été moins courageux, je trouve, hein. 3h du matin, c'est tout. 3h, ouais. T'aurais pu faire jusqu'à 5h quand même. Ah, j'étais fatigué. Ah ouais. Ouais, c'est l'âge, hein, mon vieux, hein. Je deviens vieux, voilà. Voilà, c'est ça. Merci Islam, à bientôt. Merci à toi, à bientôt, bonne année à tous. 18h01. Vous êtes bien sur France Maghreb 2, une excellente soirée à vous. Dans un instant, Béjaïd. Donc, pour l'heure, le rappel de l'actualité de ce mardi soir. Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous. Je n'arrêterai pas d'agir. C'est ce que déclarait Emmanuel Macron lors de ses vœux aux Français dimanche dernier. Et pour le prouver, le chef de l'État a convoqué ce mercredi les membres du gouvernement pour un séminaire de travail. C'est le 4e depuis le début du quinquennat. L'objectif est de fixer la feuille de route du gouvernement pour les 6 à 8 prochaines semaines, rappelle Le Monde. Et parmi les dossiers les plus urgents abordés, il y a celui...